Eh bien, bonjour à tous et toutes. Je vous remercie d'avoir répondu présent pour notre sixième rendez-vous. Donc, cette fois-ci, nous allons parler des crypto-monnaies et des NFT. Ce sont des notions qui sont vraiment très cryptées, on peut se le dire. Donc on va en parler aujourd'hui pour analyser les tendances et aussi expliquer tout simplement de quoi il s'agit. Et donc, je te laisse la parole, Jean-Pierre. Merci, madame. Oui, pourquoi on a choisi la crypto-monnaie? Ah ben, comme ça, vous avez, vous avez le cours de Bitcoin aujourd'hui si vous avez placé des sous sur le Bitcoin. Mais ce n'était pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, on va aborder en effet toute cette notion. Alors, je vais commencer par une première partie qui sera plutôt enfin, l'interface ou ce que vous pouvez voir, ce qu'on vient de voir, c'est la partie comment ça varie, ces cours, comment ça peut faire s'amuser un certain nombre de nos participants, comme je disais tout à l'heure à Jeanne. Hier, pendant un atelier éducation, on a passé une demi-heure à la fin du jeu, là, parce qu'il y avait un jeune qui avait vraiment envie, qui avait les yeux qui brillaient sur les crypto-monnaies et s'imaginait qu'il allait pouvoir gagner un peu de sous là-dessus. Donc, c'est un sujet qui est très connu des jeunes, peut-être un peu moins des plus âgés. Et derrière les crypto-monnaies, on reviendra un peu sur la techno, qui n'est pas forcément complètement essentielle à connaître. Donc, je l'aborderai dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est déjà de bien comprendre en fait comment fonctionnent ces monnaies et quelles sont, entre guillemets, ou les opportunités ou les risques, ça dépend de quel côté vous regardez la pièce, qu'il y a à se mettre sur ce marché. Donc, première chose à avoir en tête, c'est crypto-monnaies. En fait, juridiquement, ce ne sont pas des monnaies. Donc, c'est important à avoir en tête que les crypto-monnaies, c'est un terme qui n'est pas bon. Ça n'existe pas, ça ne répond pas juridiquement au statut de monnaie. Il y a un certain nombre de caractéristiques que ces actifs, on les a appelés comme ça, ces biens, ces droits immatériels qui sont sur le web, certaines de ces caractéristiques font que ce ne sont juridiquement pas des monnaies. Donc c'est un terme que tout le monde utilise, mais qui est un terme complètement impropre. Donc ce ne sont pas des monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devrait pouvoir acheter à peu près partout ou dans beaucoup d'endroits et payer avec ces actifs. Ce n'est pas le cas. Elles n'ont aujourd'hui pas de cours légal, on va y revenir. Et en plus, dernier point qui est peut-être même le plus important, c'est la volatilité. Par rapport à quand on compare à des monnaies comme l'euro, le yen ou autres, ou le dollar, vous allez voir que les variations de cours, même par rapport aux actions, si vous êtes amené à parler de la bourse, là, les écarts qui se constatent sont énormissimes. Donc, il y a une volatilité, il n'y a pas une utilisation universelle possible et il n'y a pas de cours légal. Donc, en gros, ce que disent les autorités aujourd'hui, que ce soit la Banque de France ou l'AMF, donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est ne sont pas de monnaie, deux, ce sont des actifs numériques, donc des droits, vous l'appelez aussi des biens. Souvent, on trouve le terme de cryptoactifs quand on essaye de ne pas utiliser le terme impropre de crypto-monnaie. Ils sont utilisables sur des plateformes qui sont spécialisées. Alors, vous en avez certaines dans la presse qui sont en train de faire les grands titres pour leurs problèmes juridiques. Donc, ce sont des actifs qu'on peut échanger sur des plateformes spécialisées et ça doit être considéré comme un outil de spéculation, mais en aucun cas un instrument de paiement. Même si ces crypto-monnaies, on le sait, sont utilisées comme des moyens de paiement, souvent dans le dark web. Quand je parle du dark web, c'est on va aller acheter des numéros de carte bancaire volés, on va aller acheter des armes, et on peut tout ce que vous pouvez imaginer qui ne se fait pas devant tout le monde. Voilà. Donc, c'est un instrument de paiement pour ces gens-là. Pour les autres, pour le kidam normal moyen, ça n'est pas un outil de paiement, c'est un outil de spéculation. Et c'est à tel point un outil de spéculation que si vous surfez un peu sur le web et vous regardez la littérature, la première consigne que disent tous les gens spécialisés dans le domaine, c'est vous n'allez sur les crypto-monnaies, vous ne mettez de l'argent sur les crypto-monnaies que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc on est dans le pur spéculatif. Alors si on en vient au cours, j'ai pris l'exemple du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que c'est celui qui fait l'actualité.
on en parle à chaque fois qu'on parle de crypto, on parle du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, je rappelle, c'est un vieux truc quand même, parce que ça date de 2009. Donc, c'est resté en souterrain pendant très très longtemps. Là, vous avez le cours du change entre un Bitcoin et l'euro depuis le début de sa naissance. Alors, vous voyez gentiment, je vais vous montrer quelques courbes parce que c'est assez important. Vous voyez, au début, ça valait quelques cents d'euros. Puis après, à un moment donné, il y a eu une bouffée, c'est monté à 10 000 euros le Bitcoin. C'est redescendu à 5, c'est remonté à 10. Et à un moment, vous voyez qu'il y a une crise, enfin une euphorie. La grande mode, ça monte à 40 puis 50 000 euros. 50 000 euros le Bitcoin. Puis ça redescend quelques mois plus tard à un niveau à 30 000 euros, ça remonte à un niveau à 40 000, ça remonte à 50 000, ça redescend à 40 000, ça redescend autour de 20 000, et là aujourd'hui il est grosso modo autour de 27 000. Donc des écarts comme ça, c'est énormissime. Et vous imaginez que, alors, ce que vous pouvez, certains ont pu se faire comme argent d'un côté, mais ce que d'autres ont pu perdre de l'autre, hein. Quand vous avez acheté le Bitcoin au sommet de sa forme à 50 000 euros et qu'aujourd'hui votre Bitcoin il vaut 27, vous avez perdu la moitié de votre mise. Donc il y a un vrai risque sur le capital. C'est pour ça qu'on en revient à la même histoire, c'est oui, tu peux gagner, mais tu dois être prêt à perdre ce que tu as mis sur la table. C'est des sauts comme ça de 50%, c'est énormissime. Et ce sont des sauts qui vont très très vite et qui sont très très fréquents. Vous regardez les dents de scie, alors je vous ai zoomé derrière, voilà, ça c'est sur un an. Parce que vous allez me dire, oui, Jean-Pierre, t'es gentil, ça fait sur 10 ans, il peut y avoir des montées, des descentes. Là, c'est sur un an. Donc, grosso modo, sur un an, il a commencé à 20 000, il est monté à 24 000, il est redescendu à 20 000. En novembre 2022, il était joyeusement à 21 000 euros. Et quasiment du jour au lendemain, il plonge, il est vers 16 000 euros. Vous voyez le gros trou là, au milieu. Donc celui qui avait acheté à 20 000 en croyant que le marché était à peu près stable et allait gagner gentiment, il avait mis 20 sur la table, il se retrouve avec 16 le lendemain. Pendant un certain temps, ça a duré, c'est remonté à 20, ça remonte à 23, ça redescend là encore sur une chute en dessous de 20 000 et ça remonte à 25. Là, c'était sur une tendance, et vous voyez, assez irrégulière. Et depuis quelques jours, ça remonte à 27. Là, donc, vous voyez, même sur un horizon de temps qui est quand même assez court, hein, l'année sur un placement, vous voyez que vous pouvez vous retrouver sur des moments où vous êtes rentré, des moments où vous voulez sortir, ou des moments où vous devez sortir parce que vous avez besoin de l'argent, vous pouvez vous retrouver avec des moins-values, oui, des plus-values, mais des moins-values qui peuvent être énormissimes. Je continue mon zoom parce que je veux vous faire peur jusqu'au bout. Et je pense que c'est important de sensibiliser ceux qui auraient envie de jouer avec, comme on dit, on joue en bourse, hein. Là, c'est vraiment la caricature de la bourse. Donc là, je vous ai à gauche, c'est sur un mois. Donc vous commencez à 25, vous montez à 26, chouette. Là, ça fait déjà un bon gain, hein. Moi, je serais sorti à 26, hein. Et puis petit à petit, ça se casse la figure tout doucement et ça redescend à 24 sur un mois. Puis ça descend à presque 23. Et sur les 5 derniers jours, je vous ai fait un zoom. On a été il y a 5 jours à 24 000 euros. Aujourd'hui, on est à 27 000 euros. D'accord? Alors combien de temps ça va tenir? On ne sait pas. Il y a eu une bouffée de chaleur cette nuit ou la nuit dernière. Il y a pendant quelques secondes, le cours est monté à 138 000 euros sur Binance USA. D'accord. Donc il y a des coups de folie sur ces monnaies qui sont énormissimes. Donc là encore, je redis, oui, on peut gagner, mais on peut perdre énormément de sa mise. Donc c'est vraiment, il faut y aller avec ce qu'on est prêt à perdre et si on est joueur. Et ça demande une présence sur les réseaux sociaux, sur les news, à suivre le cours de bourse de tout instant. Parce que vous regardez, je vous ai pas mis l'intradays, mais l'intradays, donc c'est ce qui se passe dans la journée. Vous avez des creux et des bosses qui sont où vous pouvez gagner 5-10% dans la journée. Donc ça veut dire que vous partez prendre un café, vous partez en réunion, vous revenez, vous avez perdu 10% de votre mise. Et vous ne l'avez pas vu venir. Et là, vous regardez en disant qu'est-ce que je fais? Je sors là ou je reste en attendant que ça remonte? Donc c'est vraiment la caricature de tout le discours qu'on peut tenir sur les actions. Ça, en caricatural, là, vous avez un exemple concret de ce qui peut se passer en caricature sur le Bitcoin. Car vous allez me dire, OK, c'est le Bitcoin, c'est un truc, il y a beaucoup de buzz autour, etc., etc.
Alors, je vous en ai pris un autre, c'est l'Ether. C'est une autre monnaie. Donc, alors, Rewind, ce n'est pas une monnaie, c'est un cryptoactif. Donc, ça, c'est l'Ether. C'est une autre chaîne, entre guillemets. C'est une autre blockchain. On va en parler tout à l'heure. Lui, il est beaucoup utilisé dans les NFT dont on va parler pour acheter des œuvres, entre guillemets, digitales. Voilà, lui, son cours sur sa vie. Il était en quelques cents, vous voyez, qui monte à 1000 balles, à 3000, il descend à 2000, il remonte à 4000, il redescend à 1000 et des poussières. Donc, ce que j'ai raconté sur le Bitcoin, ça se passe sur toutes les monnaies. Donc ça, c'est une autre monnaie. Et depuis, ça oscille entre 1200 et 1700 depuis un moment. Donc là encore, si vous êtes rentré à 1200 et qu'aujourd'hui c'est à 1700, ok, vous avez gagné. Mais si vous êtes rentré à un moment de pointe, il y a une pointe là, à un moment donné, juste avant vous la voyez là où il y a ma souris, vous êtes rentré à 1700, 1800, vous êtes fait une chaleur en descendant à 1200. Ceux qui sont sortis là ont perdu 500 balles. Ceux qui sont restés sont revenus à zéro aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est un deuxième exemple. Là, je vous l'ai mis aussi en zoom sur un an. Vous voyez que là aussi, sur les terres, c'est pareil sur un an. Vous avez des variations où ça se promène, ça commence à 1000, 1200, ça finit à 1800, ça redescend à 1600, ça redescend à 1400, ça redescend à 1200. Vous dites, est-ce que ça va continuer comme ça? Si vous avez acheté à 1200, vous êtes gagnant parce que il fallait y aller. Hein. Après la chute verticale que vous avez au milieu, là, il fallait se décider oser y aller à 1200. Donc, si vous avez eu le courage d'y aller à ce moment-là, vous l'avez acheté à 1200, aujourd'hui, vous êtes à 1500, 1600. Donc, vous avez gagné. Sauf que il fallait oser y aller. En termes de chiffres, le chiffre qui circule, c'est que 80% des gens qui achètent des crypto-monnaies perdent de l'argent. Et la logique qui est derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, le grand public a toujours un train de retard. Donc, quand ça monte, le temps qu'on s'aperçoive que ça monte, que ça commence à buzzer, que ça monte, que je me dise, ah tiens, ça monte, que je décide de dire, ah peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, et que je fais quelque chose, en fait, je l'achète quand il est trop cher. Donc, je ne suis pas loin de payer le maximum de ce qu'il est en train de faire. Et inversement, au moment où ça descend, le temps que ça vienne, parce que ça se passe en plus avec des décalages horaires, hein, ça se passe la nuit aux États-Unis, le mouvement il naît aux États-Unis, et puis quand on se réveille le matin, il s'est passé un truc pendant la nuit alors que c'était le jour chez eux. Donc vous vous réveillez, vous dites ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Ça continue à descendre? Oui, alors bon, j'y vais, je vais vendre. Sauf que je vends au moment où c'est le plus bas. Donc en fait, j'ai toujours un train de retard. Donc c'est toujours pareil. Vous avez quelques 10-20% de gens qui gagnent un peu de l'argent, voire beaucoup, et le reste, eh ben, grosso modo, ils financent ceux qui ont gagné de l'argent et ils en ont perdu autant qu'ils voulaient. Donc voilà la logique. Le dernier que je vais vous présenter, parce que vous allez dire, ça y est, je pense que vous avez compris le message, c'est le Dogecoin. Le Dogecoin, pourquoi je vous en parle, ce truc? C'est là qu'on rentre dans le Far West et dans la loufoquerie. Hein. Le Dogecoin, il est né en 2013 sur un joke, donc pour se faire une blague, en disant que vu que c'est n'importe quoi, je vais créer une monnaie n'importe quoi. Et je vais dire, comme il y avait à l'époque un mème, je sais pas, des mèmes, vous voyez ce que c'est sur Internet, les mèmes, c'est les espèces de photos ou de gimmicks du style avec ça peut être, il y en a un, on va le voir, c'est un crapaud, il y en a, ça peut être un chat, ça peut être un chien, tout le monde à un moment donné, et souvent on rajoute des légendes à adapter. Donc si vous voulez vous amuser, vous surferez Google Images mème, et vous allez voir M-E. D'ailleurs, là, il n'aurait pas dû y avoir d'accent sur le même. Donc, le même, là, ils en ont créé un pour rigoler sur la base d'un chien que tout le monde trouve sympathique parce qu'il a toujours l'impression qu'il sourit. C'est un chien japonais, si ma mémoire est bonne. Et ils ont fait lancer ça en joke. Et donc, ça valait rien au début. Mais vous voyez, à un moment donné, d'un seul coup, de 0,0 quelque chose, on est passé à 0,5. Donc, le mec, il a fait x5 sur cette monnaie. Ça, à un moment donné, ça s'est calmé, ça redescend tout doucement et aujourd'hui, ça vaut 0,05. D'accord? Donc, grosso modo, celui qui l'avait acheté au début à 0,0005, il a gagné 10 fois sa mise. Mais celui qui l'a payé plein pot au moment où c'était la super mode, il a divisé par 4, voire même au moment où ça valait 0,2, il a divisé par 4 sa mise.
d'accord? Et là, je vous l'ai mis à droite sur un an. Donc, vous voyez, on était tranquille à 0,06 euros, le Dogecoin. Un jour, on va y revenir, ça monte à 0,14. Puis après, ça n'a pas duré longtemps, ça redescend à 0,8 et vous voyez qu'on est redescendu à 0,6. Donc, ce n'est pas spécifique au Bitcoin, ce n'est pas spécifique à l'Ether, c'est spécifique à ce marché-là. Et il se passe des trucs complètement fous à des moments. Quand je dis complètement fou, c'est que c'est complètement, on est dans l'irrationnel le plus complet. Alors vous allez dire, Jean-Pierre, tu es gentil, il s'est passé quoi le 1er novembre 2022? Eh bien, il s'est passé un tweet. Il s'est passé un tweet d'un certain Elon, si ça vous parle, hein, et ce monsieur a tweeté la photo d'un Shiba. Vous voyez la photo, je vous l'ai mise. Ça, c'est le tweet. Et avec ce tweet, le cours est passé de 0,06 euros à 0,14. Donc, vous faites presque un fois 2,5 de votre mise. Parce que Elon Musk a posté une photo du chien. Alors, tout le monde s'est dit, ah, ça veut dire qu'il va se lancer là-dedans. À l'époque, je vous rappelle qu'il était en train de courir après Twitter, où il avait racheté, je ne sais plus où il en était. Donc, on s'est dit, ça y est, Twitter va prendre ça comme monnaie, etc., etc. Ça a été la folie. 1 x 3, x2, x3 sur le cours. Et il s'est retombé comme une mousse le jour où il s'est calmé. Et ce n'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, parce qu'il avait déjà, à un moment donné, tweeté que Tesla allait accepter les bitcoins. Là, je reviens au bitcoin pour acheter votre Tesla. Vous voyez la voiture à 50 000 euros, là. Donc, en fait, ça vous fait 3 bitcoins. À l'époque, ça pouvait même faire quasiment qu'un seul bitcoin si vous l'avez acheté au bon moment, là, votre Tesla. Le cours est monté de 20%. Il s'est aperçu quelques jours après que ce n'était pas une bonne idée. Le cours a perdu 10%. Et Tesla a arrêté d'accepter les bitcoins. Au passage, après, les mauvaises langues se demanderont s'il n'avait pas acheté des bitcoins juste avant de tweeter et s'il ne les a pas revendus 5 minutes après avoir tweeté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en attendant, donc il suffit d'un mec comme ça qui envoie un tweet dans la nature et vous vous retrouvez avec un cours qui fait n'importe quoi. Donc si vous l'avez acheté au bon moment, mais là encore, c'est pareil. Une fois que vous l'avez acheté à 0,06 et vous vous retrouvez à 0,14, vous dites j'ai fait x3, ouais, je suis le roi du pétrole, ça va continuer à grimper s'il en parle. Donc, est-ce que vous sortez ou est-ce que vous ne sortez pas? À 0,14, il y en a plein qui ont eu envie de rester. Sauf qu'ils ont, du coup, ils se retrouvent à leur mise de départ. Il fallait quand même décider à un moment donné. Alors, il y en a un l'autre jour qui a eu la bonne idée de faire ça, justement sur ce coup du Dogecoin, si ma mémoire est bonne, où il s'est dit, le mec, ah non, c'était encore une autre histoire. Ça, c'est quand il a à un moment donné, il a changé, ça l'a pris un jour comme ça pour s'amuser, il a changé le logo de Twitter en mettant un Shiba sur le logo, à la place du logo de Twitter. Il y a un mec aux États-Unis qui s'est aperçu de ça, un des premiers. Il a acheté évidemment de cette monnaie-là. Il s'est fait 5 ou 6 zéros de bénéf. Et il a eu l'intelligence de se dire, il va se calmer à un moment donné, on va sans doute lui tirer les oreilles en lui disant qu'il faut qu'il remette son logo. Donc, il est ressorti tout de suite. Il a pris sa mise et il est reparti. Sauf qu'il y en a qui sont restés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le cours aussi, ça fait. Donc, en clair, hein, le message pour moi le plus important qu'il faut avoir en tête, hein, sur ces cryptos, si vous avez des discussions autour de la table dans des ateliers ou autres, d'ailleurs entre vous, il faut être clair, c'est le Far West. Et ça ne repose sur rien. Donc en fait, aujourd'hui, ces cryptoactifs, ça ne vaut que la valeur que le marché veut bien lui donner. Donc si tout le monde en veut, parce que tout le monde croit que ça va monter, ou que c'est l'avenir, etc., tant mieux, ça monte. Mais si à un moment donné, pour une raison X ou Y, ça passe de mode. L'autre jour, il y a eu des mouvements comme ça sur les monnaies. Aujourd'hui, le roi, pour payer sur des NFT, on en reparlera des NFT, c'est l'Ether. Donc l'Ether, beaucoup de gens sont là-dessus parce qu'ils pensent que le marché des NFT, dont on va parler, va monter. À un moment donné, il y a eu un bruit comme quoi on voulait faire payer des NFT en Bitcoin. Donc d'un seul coup, le bascule s'est inversé. Ceux qui avaient de l'Ether se sont retrouvés comme des nouilles en disant ça va se barrer chez le Bitcoin. Ceux qui avaient des Bitcoins ou sont mis à acheter des Bitcoins, disant ouais, on va avoir le marché pour payer les NFT. Donc ça monte, ça descend.
Ça dépend de la confiance que vous avez, vous, dans l'avenir. Vous pensez que c'est l'avenir, ça dépend de ce que les autres pensent. Ça dépend aussi de ce que tout le monde pense, comment ça va bouger. Au-delà de ça, au-delà de ces trucs endogènes, entre guillemets, complètement irrationnels, il y a aujourd'hui, il faut être très clair. Je ne sais pas si vous avez suivi dans la presse, mais on est sur une secousse tellurique, et je fais exprès d'utiliser ce truc-là comme mot, autour des cryptos. Les cryptos, là, il y a un certain nombre d'États USA en premier qui ont décidé de leur serrer le kiki. Donc aujourd'hui, vous retrouvez, on a eu une vague de faillites, FTX, je ne sais pas si ça vous parle, c'était la 3e plateforme mondiale d'échange de crypto qui a fait faillite. La 3e. Derrière, elle a entraîné dans sa chute une banque, la SVB, aux États-Unis. C'est celle et la réaction en chaîne, vous rappelez, ça a donné le rachat de Crédit Suisse, hein, si ma mémoire est bonne. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est des titans. Le gouvernement américain, quand ils ont vu que la SVB se cassait la figure, etc., était obligé de sortir du bois et de garantir les encours qui étaient déposés dans cette banque, parce que tout le monde voulait retirer ses sous. Parce que, évidemment, quand ils ont tous vu que FTX se cassait la figure, que SVB avait des sous chez FTX, et que SVB était vachement dans le domaine des cryptos et des fintech, comme on dit, là, les gens ont tous voulu retirer leurs sous. Et là, on se retrouve avec une crise de liquidité. La banque ne peut pas rembourser les encours. Donc, à ce moment-là, il a fallu que les États-Unis sortent du bois et disent on garantit les encours de ces trucs-là. Sinon, c'était l'apocalypse. Hein, ça faisait la réaction en chaîne, genre subprime, si vous voyez ce que je veux dire, où ils n'ont pas fait le coup, où ils ont laissé mourir une boîte. Et du coup, derrière, ça a fait l'avalanche. Et puis, il y en a 2 autres aujourd'hui qui font les gros titres de la presse. Je vous conseille un jour, si vous avez envie de vous faire peur, d'aller taper dans Google News Binance et Coinbase. Ces deux plateformes sont les deux premières plateformes d'échange de crypto dans le monde. À L2, elles font 50% du marché. Aujourd'hui, Binance, ils sont poursuivis aux États-Unis pour blanchiment d'argent, pour fraude parce qu'ils ont fait de la pub et ils ont vendu alors qu'ils n'avaient pas le statut pour vendre ces produits-là. Et il y a un troisième truc, ils se sont fait avoir sur les KYC. Le KYC, c'est est-ce que tu connais ton client? Donc c'est des problèmes de blanchiment d'argent. Parce que les cryptos, je vous l'ai dit, hein, c'est derrière, à l'origine, il y a beaucoup d'utilisation dans le dark web. Donc, qui a cet argent, etc. Donc, bref, Binance se fait poursuivre aux États-Unis au point qu'il est en train de dire qu'il va falloir qu'il se casse des États-Unis. Il y a eu une news qui vient de tomber comme quoi les États-Unis ont dit vous coupez les ponts, vous coupez Binance et je ne veux plus que Binance puisse toucher aux affaires de Binance USA. Donc, ils ont mis une espèce de coffre-fort autour de Binance USA. Donc, et les autres, en fait, grosso modo, on leur a nationalisé ou on leur a pris Binance USA. Mais Binance, dans le même temps, il vient de quitter la Hollande et il est en train de quitter l'Angleterre. Et Binance, il est poursuivi en France pour à peu près les mêmes histoires, blanchiment, enfin KYC. Il n'a pas le statut juridique et le troisième, ça y est, je l'ai perdu. Donc, c'est des boîtes. Et Coinbase, qui est donc le deuxième, un coucou, est dans le même état d'esprit. Donc, en fait, aujourd'hui, non seulement il y a une grande versatilité du cours en tant que tel, non seulement il y a des gens qui ont des impacts avec des tweets et autres, c'est énorme, mais troisièmement, aujourd'hui, il y a un nettoyage en règle qui est en train de démarrer par toutes les banques centrales et tous les régulateurs autour de cette sphère-là. Parce que ça commence à prendre beaucoup trop d'importance, avoir des sommes et des gens qui viennent râler, entre guillemets, j'ai paumé les trucs, j'ai paumé la moitié de mes sous. Alors bon, il ne fallait pas y aller, ça on est d'accord, mais ils ne respectent pas la loi. Donc le Far West est en train de s'arrêter aujourd'hui sur ce truc-là. Donc si vous avez des gens qui ont des sous chez Binance, je leur conseille joyeusement de déplacer leur wallet de crypto-monnaie et d'aller voir ailleurs s'il y a quelque chose de mieux, hein, parce que ça chauffe de tous les côtés. Binance, quand je dis c'est à un point, je vous dis, où ils voulaient quitter les États-Unis parce qu'ils trouvaient la législation américaine trop dure, alors que c'est des plus soft de la Terre. Donc quand un mec dit oh, je ne peux pas faire ce que je veux aux États-Unis, vous vous dites qu'est-ce qu'il a envie de faire, hein. Voilà. Bon, j'arrête avant d'avoir un coup de fil de Binance. Voilà.
Il y a deux autres notions. Alors, il y a deux buzzwords, comme on dit dans le jargon, deux mots qu'il faut avoir en tête parce que vous allez en entendre parler. Donc, je vous en ai parlé un peu, là, c'est les mêmes coins. Et c'est pour vous montrer à quel point on est dans un monde irrationnel. Donc, les mêmes coins, je vous ai parlé du Shiba, là, et je vous ai parlé, parce qu'il y a plusieurs Shiba. Évidemment, il y en a un qui a créé un Shiba Dogecoin avec un Shiba. Donc, il y a un mec qui a créé une monnaie qui s'appelle Shiba à côté, avec, vous voyez, il a d'autres logos. Et puis, il y a le PP. PP, c'est le crapaud, là, au milieu. C'est un mème d'Internet qui a fait du buzz. Tout le monde s'amuse avec ce mème-là. Il y a des mecs qui ont dit ah ben il y a un truc là qui a l'air de faire rigoler tout le monde, on va créer une monnaie avec le PP Coin. Et c'est le truc là depuis pendant 3 mois là, c'était le grand buzz, c'était est-ce qu'il faut acheter du PP, est-ce que c'est l'avenir? Mais parti là encore d'un joke. On se moque, mais à la fin il y a des trucs qui démarrent. Et aujourd'hui il y en a d'autres qui sont en train d'arriver et on voit maintenant apparaître des trucs en disant est-ce que c'est la fin du PP? PP comme PE. Donc, c'est les mêmes, ça naît d'Internet, c'est sur des coups de folie, il y a des buzz, il y a une envie d'avoir ce truc-là. Alors, ça peut être pour rigoler un coup, parce qu'évidemment, ça ne vaut rien au début. Donc, vous pouvez mettre quelques centimes, vous avez des PP. Et vous espérez que, mais ce n'est pas en mettant des centimes que vous allez faire exploser le compteur, hein, parce que si vous mettez 1 euro en PP et que même si vous faites x100, vous allez le retrouver avec 100 balles. Donc, ça ne va jamais très très loin non plus. Ça, c'est le premier point. Face à l'instabilité qu'on vient de voir, hein, il y a un certain nombre de gens qui ont décidé de créer ce qu'on appelle des stablecoins. Donc, comme on l'indique, c'est des monnaies stables. D'accord? Puisqu'on a vu que ce qui fait peur aux gens et ce qui peut être vraiment très, très ennuyeux, c'est la variabilité des cours de ce qu'on a vu là en termes de crypto. Donc, on va créer des monnaies, des crypto-monnaies qui seront basé sur, j'allais dire des assets, sur un vrai actif du monde réel. Donc, par exemple, il y a vous les avez à droite, vous avez des monnaies qui reposent, par exemple, sur du dollar. C'est-à-dire que l'USD coin, si ma point est bonne, repose, c'est une crypto-monnaie, c'est un stablecoin qui a comme objectif, mais il repose sur des vrais dollars, des dollars actuels. Vous voyez, les trucs verts là. Et vous en avez ainsi un certain nombre de gens qui ont créé des stablecoins en s'appuyant sur des actifs réels. Alors, ça peut être des actifs style monnaie, ça peut être des actifs plus comme des biens, ou ça peut être, ils s'appuient sur des paniers d'autres crypto-monnaies. Là, on est du stable avec des guillemets, hein, parce que ça, ok, c'est comme si, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'écu avant l'euro, qui était un espèce de truc qui était un panier des monnaies européennes. Ben, c'est un peu la même idée, et là, ils font des stablecoins dont l'objectif, c'est d'avoir des monnaies digitales qui reposent sur des vrais actifs, donc qui vont être beaucoup plus stables par rapport à ce qu'on vient de voir. OK? Mais même ces stablecoins, avec la promesse qu'ils ont, aujourd'hui, les autorités disent ce n'est pas aussi stable que vous le dites. Et donc, on est toujours dans le cadre de la spéculation. Donc, on n'a pas encore trouvé, on va y revenir à la fin, sur qu'est-ce que pourrait être une monnaie digitale, entre guillemets, reconnue officiellement, etc. On est clair là-dessus? Je vous ai tous étouffé. Voilà, je vais très vite, hein, je suis désolé. Là, juste pour vous donner un exemple, donc, grosso modo aujourd'hui, pour vous dire combien il y a de mecs, là j'ai été sur une plateforme l'autre jour de crypto-monnaie et je me suis arrêté à 9065 crypto-monnaies actuellement sur cette plateforme. Donc il y a 9000, alors on parle des premiers tout en haut, hein, on parle du Bitcoin, de l'Ether, du Tether et compagnie, et de Dogecoin, vous voyez, il était en position 8 ce jour-là, et il y en a 9000. Vous voyez que le Shiba, il est là, le Shiba Inu, le deuxième qu'on avait vu, il était en 14e position à ce moment-là. Et vous voyez que les performances, sur 7 jours, vous pouviez avoir des performances qui étaient non négligeables. Le Solana, je ne sais pas pourquoi, était à plus 20, plus 19 sur une semaine. Moi, si j'en avais eu, je les aurais vendus en disant j'encaisse les plus 20. Donc, on est tous bons. On va passer à la partie. Ça c'était la partie soft. Je suis désolé.
On va passer à la partie un peu plus rentre dedans, un peu plus technique, pour que vous voyez un peu tout ce qu'il y a derrière ce que je viens de vous raconter. Alors, un cryptoactif, c'est quoi? C'est un actif numérique, ça veut dire quoi? Un bien qui est dans le domaine du numérique ou un droit. Ça va reposer, on va avoir plein de buzzwords, hein, ça va reposer sur une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, en français, c'est chaîne de blocs. Et on va voir pourquoi ça s'appelle blockchain. C'est qu'en fait, toutes les transactions qui seront faites vont être mises dans une chaîne liées les unes aux autres. D'accord? Quand on a validé une transaction, on la lie à la précédente et celle qui va arriver derrière sera liée. Ça fera donc une chaîne. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Et cette chaîne, qui est donc en fait la grande chaîne de toutes les transactions qui existent dans le monde, elle va être gérée, on va le revoir, c'est une espèce de registre décentralisé. Ce que je veux dire par là, c'est le terme qui est utilisé partout, ça. Donc, c'est un espèce de grand livre de compte, c'est-à-dire que toutes vos transactions vont être mises dans un grand livre de compte. Toutes les transactions du monde sont mises dans un grand livre de compte, ce qu'on appelle un registre, et décentralisé. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une entité centrale qui gère ce livre de compte. Aujourd'hui, si on y reviendra, mais aujourd'hui, quand vous faites une transaction bancaire, vous avez allez, 5, 10, 15 boîtes, les 5, 10, 15 banques qui gèrent le grand livre de compte. Les transactions, elles arrivent, je ne sais pas quoi, la BNP sur un compte pour aller payer un mec qui est à la Société Générale. Ça se passe entre 5 et 10 personnes, si vous voyez à peu près le genre, qui tiennent le grand livre des comptes. Là, dans la blockchain, le grand livre des comptes va être dispersé sur des dizaines, des centaines de milliers d'ordinateurs. Et on reviendra à quel est l'intérêt du truc. Donc, ça va reposer sur un programme, un protocole, comme on dit, informatique crypté, c'est-à-dire que tous les échanges, tous les stockages vont être codés, super codés, vachement codés, avec des codages qui sont quasiment incassables aujourd'hui. Et donc, c'est un réseau informatique derrière de centaines de milliers d'ordinateurs et de personnes qui vont valider, coder, enregistrer les transactions et donc gérer ce grand livre. D'accord? C'est à peu près clair les grandes briques de l'histoire? Alors du coup, la crypto, ça j'adore, j'aime bien Dilbert, je ne sais pas si vous connaissez Dilbert, mais grosso modo, pour ceux qui ne comprennent pas forcément l'anglais, il y a le chef, parce qu'on a tous un chef comme ça qui débarque en disant, parce qu'il a vu un truc à la télé, je pense qu'on devrait construire une blockchain, et l'autre, l'informaticien, lui répond, est-ce qu'il y comprend quelque chose ou il a juste vu une publicité, et donc il lui demande de quelle couleur tu voudrais ta blockchain. Et le chef lui dit, je la voudrais mauve parce que c'est celle qui a le plus de mémoire. Donc voilà. C'est l'histoire de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de crypto et qui ne savent pas forcément de quoi ça parle. Donc, la blockchain, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des cryptos, mais on va voir que ça, en fait, ça permet de faire d'autres trucs. Donc, comme je viens de vous le dire, les crypto-monnaies ou les crypto-assets reposent sur un registre et un système de validation décentralisé. Comme je vous l'ai dit, dans un système bancaire, vous avez une banque centrale française, la Banque de France, vous avez une banque américaine, vous avez une banque machin, chacun gère le truc et est le gardien du temple de la monnaie et le gardien du temple des transactions. D'accord? Le groupe des banquiers. Quand vous êtes dans un monde où vous n'avez pas confiance dans l'unité centrale, vous êtes dans un pays despote, ou vous êtes dans un pays instable. On va y revenir, mais par exemple, on va prendre l'Ukraine, par exemple. D'un seul coup, vous dites, ouais, mais la monnaie aujourd'hui, elle est gérée par la Banque d'Ukraine, avec l'état dans lequel peut se retrouver le pays. Comment ça marche d'avoir un valideur, entre guillemets, en période de guerre, qui peut s'écrouler, dont le centre informatique, etc., peut être bombardé, etc. Donc, il y a dans les discours pro-crypto et pro-blockchain cette notion qui est importante d'avoir en tête, c'est la décentralisation. C'est qu'en décentralisant, vous empêchez d'avoir un mec qui a tout le pouvoir et vous répartissez le risque et la responsabilité sur des centaines de milliers de personnes. Et donc, vous garantissez, entre guillemets, une espèce de neutralité et une pérennité du système en disant, même s'il y en a un qui s'écroule, tu as les centaines d'autres milliers qui sont là. Donc, c'est très important parce que je vous dis, si vous vous retrouvez dans un pays un peu top-down, je ne vais pas citer de nom parce que je voudrais vexer personne, mais on pourrait se retrouver en Russie ou ailleurs,
là, vous pouvez vous dire, est-ce que j'ai confiance? Prenez la France quand on a été envahi dans la dernière guerre. À un moment donné, vous pouvez vous dire, oui, mais le gouvernement n'est plus ce qu'il était. Donc je pouvais faire confiance au précédent et celui-là, je ne lui fais pas confiance. Est-ce que je laisse, entre guillemets, la monnaie aux mains de l'envahisseur? Si vous êtes dans un système décentralisé, ils peuvent envahir ce qu'ils veulent. La blockchain continuera à fonctionner parce qu'elle n'est pas dans le pays, elle est partout dans le monde. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et donc ce grand livre, en fait, c'est ça qui va être important d'avoir en tête, c'est cette décentralisation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est ce réseau, ce grand livre, ce qui est géré par tout ce réseau, en fait, les transactions vont arriver, elles vont être mises par paquets, des blocs, comme on dit. Chaque transaction va être validée. Est-ce que Jeanne a bien les sous pour verser ses sous? Parce que dans une transaction, vous allez voir, non seulement on va mettre Jeanne donne 10 Crésus à Jean-Pierre, mais en fait, on va écrire Jeanne donne 10 € à Jean-Pierre qu'elle a eu venant de machin, parce que c'est sa paye du mois. Vous voyez le truc? Donc en fait, on va valider toutes les transactions, on va les coder, les confirmer, les verrouiller et on va les mettre dans on va calculer une empreinte, on va le voir, et on va les mettre dans une espèce de chaîne où toutes les transactions seront à la queue leu-leu. Et c'est des milliers d'ordinateurs, des centaines de milliers d'ordinateurs qui vont faire ça. Alors comment ça marche? Pourquoi je vous parle de ça? Là, peut-être que je suis en train de perdre beaucoup de monde, mais c'est important, c'est qu'en fait, c'est le côté sécure aussi. Donc il y a le côté décentralisé et il y a le côté sécure de la blockchain. Toutes les transactions vont être codées. Ça veut dire que toutes les transactions, je vais calculer une empreinte de ces transactions. Aujourd'hui, en fait, on le fait un peu déjà et vous le faites sans le savoir, vous l'utilisez sans le savoir. Vous savez, à la fin de votre carte bancaire, vous avez des codes, le clé RIB, les clés de sécu aussi, il y a la sécurité sociale aussi, il y a une clé à la fin. En fait, ça calcule quoi? Ça calcule l'empreinte du chiffre que vous avez donné. Donc, c'est une formule de maths assez tordue qui fait que si vous êtes gouré d'un chiffre, quand il recalcule l'empreinte, il ne se trompe pas sur le chiffre que vous aviez mis. Là, on va prendre toute la transaction et on va la coder, on va calculer son empreinte. Et on va la calculer, cette empreinte, avec un algorithme qui est assez futé, pas très lourd informatiquement, mais très sensible, qui fait que la moindre modif cassera l'empreinte de la transaction. Donc, aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être intéressant si vous recevez des justifs en PDF. Aujourd'hui, vous ne savez pas si quelqu'un a tripoté le PDF. On pourrait avoir une empreinte qui verrouille le PDF, qui fait que non, on n'a pas modifié, on n'a pas déplacé la virgule. Quand je recalcule à partir de ce que je vois, je retrouve bien la bonne empreinte. Donc là, donc oui, on calcule une empreinte. Si jamais on veut changer de prénom en disant que c'est pas William qui a mangé le cookie, mais c'est Suzanne, à ce moment-là, l'empreinte ne sera plus bonne. D'accord? Et la moindre petite modification va se voir. Alors, l'empreinte, elle n'est pas compliquée à calculer, comme je vous l'ai dit, mais en fait, pour tordre le truc jusqu'au bout, ils ont été vachement plus loin. Ils ont demandé à ce que l'empreinte ait une certaine forme. C'est-à-dire que tu dois arriver à une empreinte qui commence, en l'occurrence sur le coup, là, par 6 zéros. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je rajoute quelque part dans le message un code qu'on appelle le nonce, qui est compliqué à trouver pour arriver à recoder avec une empreinte qui commence par 6 zéros. Donc le temps de trouver ce foutu code, ça demande une puissance informatique importante parce que tu dois essayer tous les chiffres pour voir jusqu'à quel moment tu arriveras à calculer une empreinte qui commence par 6 zéros. D'accord? Et alors pour être encore plus tordu, et c'est là qu'on en arrive à la force de la blockchain, c'est qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai ma transaction que je reçois, je vais les valider, je vais les vérifier, etc., etc. Je vais aller chercher un nonce, mais je rajoute dedans l'empreinte de la transaction précédente. Donc ça veut dire que la transaction 64, elle contient l'empreinte de la transaction 63 qui était juste avant. Je prends tout ça, je prends les transactions, l'empreinte de la truc précédente, je calcule un chiffre pour calculer l'empreinte de la 64. Et la 64, quand arrivera la 65, il va aller prendre l'empreinte de la 64, se mettre dans sa transaction 65,
et calculer le truc. Ce qui fait que si à un moment donné, vous voulez changer, vous arriviez à truander une transaction, quand vous allez vouloir remplacer la 64 et la remettre à la place, faire une greffe, la 65, elle va avoir une empreinte qui est l'empreinte de l'ancienne 64. Donc la chaîne est cassée. Donc la chaîne va dire non, ce maillon ne va pas. Vous voyez l'idée? Donc en fait, la seule solution, au-delà d'avoir dû recalculer le truc, ça serait de recalculer toute la chaîne. Parce qu'une fois que j'ai bousillé la 64, en fait, j'ai cassé la 65. Donc il faut que je recalcule la 65, puis la 66, puis sur la 67. Donc en fait, si je veux truander une transaction, je suis obligé de recalculer toute la chaîne, ce qui demande une puissance informatique phénoménale. D'accord? Et ça va encore plus loin, c'est que même si vous arriviez à recalculer toute la chaîne, en fait, dans les centaines de milliers d'ordinateurs qu'il y a dans le monde qui font ce travail-là, il y a la copie du grand livre. Et donc, vous allez vous retrouver, vous, avec une chaîne qui ne sera pas la chaîne que les autres ont. Et là, c'est la majorité qui gagne. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu pirater la moitié, plus de la moitié, de tous des centaines de milliers d'ordinateurs qui font la blockchain aujourd'hui, pour que votre chaîne que vous avez truandée, non seulement vous avez souffert pour la truander, mais en plus, il faut que vous piratiez des centaines de milliers d'ordinateurs pour copier la vôtre et la remplacer et que cette chaîne devienne majoritaire. Donc il y a une énorme sécurité qui est faite autour de la blockchain. C'est un des gros avantages de la blockchain. Alors à quoi ça peut servir? Et je vais accélérer parce qu'évidemment, je suis en train d'exploser le timing. Ça peut pas servir ça sert à plein de choses. Ça ne sert pas simplement à la monnaie. Ça sert par exemple au cadastre. On a parlé de pays qui pouvaient être instables où on pouvait avoir des doutes sur la pérennité. Aujourd'hui, il y a des initiatives, par exemple au Ghana, pour mettre le cadastre sur blockchain. Comme ça, une fois, s'il se passe quelque chose dans ce pays qui soit en guerre, envahi, etc., on a mis dans la blockchain, on a raccodé tout le cadastre et qui sera donc à ce moment-là sauvegardé, et toutes les ventes et achats de terrain seront sauvegardés dans des centaines de milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Donc à un moment donné, mais pareil, s'il se passe une catastrophe naturelle, hein, à un moment donné, j'en sais rien, un déluge, un tremblement de terre, les immeubles du cadastre sont démontés, on a des copies du cadastre partout dans le monde. Donc on ne peut pas truander, même si un tyran débarque, il ne peut rien faire. Le truc, il y a il y a une copie qui se promène partout dans le monde. Donc ça peut répondre à des vrais endroits. Deuxième chose, il y a des endroits où on a commencé à accepter le Bitcoin, par exemple au Salvador. Alors au Salvador, ça a été le foirage intégral, parce que quand vous acceptez le Bitcoin, vous avez vu le taux de change qui change tout le temps. Quand un commerçant, le mec, il ne peut pas accepter, entre guillemets, de vendre 1 euro un Bitcoin, sa bagnole, et pour s'apercevoir que finalement, quand il va aller à la banque pour toucher ses sous, il va toucher la moitié de la valeur de la bagnole, ou l'inverse, il peut gagner aussi. Donc, ça n'a pas trop bien pris. Par contre, il y a un pays où c'est en train de monter en flèche, c'est l'Argentine, où les gens, en fait, il y a une inflation à plus de 100% actuellement. Et donc, dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient du dollar, parce que leur monnaie ne valait plus rien. Donc, ils se dépêchaient, dès qu'ils avaient des sous, ils achetaient du dollar, comme ça, ils ne perdaient pas de valeur. Eh bien, ils achètent des bitcoins. OK? Alors après, je vous rappelle, j'ai parlé de l'Ukraine. L'Ukraine, en février 2022, ils ont autorisé toutes les crypto-monnaies, parce qu'on ne savait pas où ça allait aller dans ce truc-là. Ils ont reçu aussi 70 millions de dollars de dons via les cryptos. D'accord? Et il y a une vente aux enchères d'un tableau ukrainien en digital, entre guillemets, on va l'appeler comme ça pour l'instant, pour 6 millions de dollars. Donc, ils ont touché des sous, ils ont accepté. Vous voyez les exemples de choses qu'on peut faire avec de la blockchain, et pourquoi ça peut avoir un sens. Donc, il faut bien distinguer l'utilisation qu'on en voit aujourd'hui avec les bitcoins ou autres, et les utilisations possibles aujourd'hui dans le monde d'une techno qui s'appelle la blockchain. Aujourd'hui, le point qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que du coup, face à toutes ces monnaies qui sont en train de monter, la nécessité, et les gens se disent, il me faut une monnaie numérique, toutes les banques centrales sont en train de travailler ou ont développé des monnaies de banque centrale, MDBC. Alors à chaque fois, vous avez aussi la MNBC qui est la monnaie numérique de banque centrale, c'est la même chose. Et vous l'avez en anglais, Central Bank Digital Currency, qui sont des CBDC. Donc vous trouvez tout dans la nature, dans les articles. C'est quoi? C'est grosso modo, et si je créais un e-dollar, et si je créais un e-euro?
la Banque européenne, la BCE, est en train de préparer son e-euro. Il y a déjà eu des tests et ça devrait se lancer dans pas très très longtemps, en termes d'années, du genre 2 ans. D'accord? Les USA travaillent sur un e-dollar, le UK, le Royaume-Uni travaille aussi, la Suède a une e-couronne depuis un moment. Celui qui est le leader dans le monde, mais tout de suite, comme à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est les Chinois. Parce que dès qu'ils font quelque chose, il y a plein de zéros derrière, il y a des centaines de millions de transactions, des millions de commerçants, des millions d'utilisateurs, etc. Donc, ils ont lancé le yuan numérique au moment des JO. Et donc, à l'époque où j'avais cherché les chiffres, on en était à 284 millions de transactions qui avaient déjà été faites en e-yuan. Eux, ils appellent ça CNY, IUN. Donc, c'est un truc qui va nous tomber dessus, les crypto-monnaies, et c'est un truc qui va nous tomber dessus, les monnaies de banque centrale. Donc, à horizon 2 ans, on va se retrouver avec un e-euro qui aura la même valeur qu'un euro, mais qui sera sous format digital et pas sous format papier ou pièce. Pour accélérer, les NFT, c'est quoi? Je vous ai parlé de ça de NFT depuis tout à l'heure, 2 ou 3 fois, j'ai cité ce mot-là. C'est quoi? En fait, là aussi, c'est sur la blockchain, mais ce sont des droits de propriété. Tout à l'heure, on était sur des coins, de la monnaie, d'accord? À ce moment-là, une monnaie, c'est une autre monnaie. Tu as un dollar, ou tu le remplaces par un autre dollar, c'est pareil. Un NFT, c'est un droit sur une œuvre, par exemple. J'ai une NFT, je peux acheter un droit sur un tableau numérique, on va le voir. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas remplaçables. C'est ton droit. Un droit sur un tableau, ce n'est pas la même chose qu'un droit sur un disque ou une musique ou un dessin ou autre chose. Vous voyez l'idée? Donc aujourd'hui, ils sont en train de se créer, alors, on voit se développer des NFT qui sont des droits de propriété d'objets numériques. D'accord? Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, aujourd'hui, Booba, tu pouvais avoir, si tu achetais des NFT chez Booba, tu pouvais avoir des contenus exclusifs. Il y a eu la vidéo là, du chat. Là, il y a eu un NFT qui était fait. Donc, en fait, grosso modo, il faut bien distinguer le fait de pouvoir voir cette image. Mais toi, tu n'es pas propriétaire de l'image. Tu es propriétaire du tableau d'origine, donc de l'image d'origine. Mais sur Internet, l'image d'origine, ça fait 40 millions d'années que ça a été copié 40 000 fois. Donc, le chat, il existe partout. Mais il y a un mec qui a le vrai chat, l'image d'origine, entre guillemets, et il a payé 850 000 $ pour avoir ça. Donc, c'est lui qui l'a. Vous pouvez acheter des cartes sur Sorare, là, qui est un jeu de football, où vous pouvez acheter des cartes numériques. Donc, vous êtes propriétaire de Cristiano Ronaldo, de la carte, pour 250 000 € si vous avez envie. Donc là, c'est un marché qui se crée où il y a des gens qui veulent pour mettre dans leur équipe les plus belles stars. Donc, ça monte, ça descend, ça a une espèce de cours de bourse. C'est comme les petits, les Panini à une époque de ma jeunesse où tu collectionnais toute l'équipe de France, etc. Et puis après, tu allais échanger les trucs. Et bien là, c'est en virtuel, sauf que le truc a atteint des valeurs à 250 000 € la carte. Voilà. Il y en a un qui a fait une bonne œuvre, c'est Jack Dorsey qui a vendu son premier tweet. La copie du tweet, il existe partout dans le monde, hein. Tout le monde a l'image. Mais le tweet a été vendu pour 3 millions de dollars à quelqu'un. Et ça a été, le truc, et lui, il a donné les sous aux œuvres. Nike, pour vous dire qu'on arrive dans un truc où moi je suis un peu dépassé et j'arrive pas à comprendre la logique derrière, mais bon, c'est parce que je suis trop vieux. Nike a lancé des baskets numériques. Donc en fait, dans le monde numérique, dans le monde numérique, tu as une basket digitale. Donc pour ceux qui pourraient se promener dans les mondes numériques, hein, vous avez vu Facebook qui essaye de lancer son métaverse. Vous pouvez vous acheter des fringues, vous pouvez acheter des grolles, vous pouvez vous acheter des lunettes, vous pouvez vous acheter plein de trucs, une propriété, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous acheter des Nike et vous avez des Nike à 15 000 balles, pardon, 15 000 €, dollars. Donc vous voyez le truc, on se retrouve avec des choses. Alors, il y en a une comme ça, en plus, ça a démarré que c'était une série limitée qui a fini à être vendue à 125 000 $. Hein, le fait de pouvoir dire que j'ai des Nike et les mettre sur mon espèce de monde virtuel. Elle est belle, hein. Bon, je ne sais pas si ça vaut 125 000 $. C'est comme un tableau virtuel. C'est un tableau virtuel. Mais le truc, en parlant de tableau virtuel, en bas à droite, tu as un Beeple là. Le gars, il a vendu ça, ce tableau
69 millions de dollars. C'est un tableau digital qui regroupe ces 5000 premières œuvres digitales. Donc, vous voyez, c'est une espèce de machin. Donc, il y a un mec, pardon, il y a quelqu'un qui a payé 69 millions de dollars pour avoir cette image, dire que c'est la sienne. Moi, j'ai été sur Internet, j'ai fait copier-coller et je l'ai. Mais je n'ai pas la haute définition. Mais je suis perdu là. Il y a un truc, je pense que je n'ai pas compris. Le tableau à droite là, donc c'est pas votre écran qui vacille, même il devrait aller vaciller beaucoup plus vite. L'espèce de truc rouge et noir là, ça a été vendu pour 1,3 pour 1300 Ether, donc 5 millions de dollars cette œuvre. En bas à gauche, il y a un mec qui a fait une sculpture qui est vendue chez Christie's avec un NFT qui est l'image de ce truc-là, et donc son droit de propriété de ce truc-là pour 2,9 millions de dollars. Je ne sais pas dire. Je suis perdu. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Donc mais vous pouvez en entendre parler. Moi, j'ai une copine dont je crois la fille fait des dessins et veut lancer des NFT sur Internet, c'est-à-dire vendre entre guillemets, le droit de propriété de ses dessins via NFT sur Internet. J'espère qu'elle réussira, ça lui fera des sous, mais voilà. Donc, je ne sais pas. Avant-dernier point, il y a un autre truc qui risque dont vous risquez d'entendre parler, c'est les smart contracts. Donc, ça, c'est les contrats intelligents. Là encore, dans la blockchain, qu'est-ce qu'on est en train de créer petit à petit? C'est de mettre un contrat dans la blockchain et ce contrat sera auto-exécuté dès qu'il se passe quelque chose. L'exemple le plus flagrant que tout le monde donne, c'est l'assurance voyage. Vous achetez un train, vous avez un smart contrat avec la SNCF, le train est en retard, automatiquement, ça déclenche la clause de remboursement. Perso, je pense qu'on pourrait le faire à l'ancienne, mais c'est un des exemples. Un autre exemple qui existe, dont on donne, c'est quand tu loues, si vous faites du BNB et compagnie, vous louez un appart sur le week-end. Quand à un moment donné, le smart contract, quand vous avez payé la compte, on vous réserve le truc. Quand vous payez le solde, ça vous envoie le smart contract vous envoie un code digital qui vous permet d'ouvrir l'appart. Et à la fin du contrat, ça ferme l'appart. Et du coup, le contrat est fermé, mais l'appart aussi. Vous voyez le truc. Donc, c'est un truc aussi qui arrive, qui devrait arriver à un moment donné. Juste un dernier mot, comme ça j'aurais débordé que 5 minutes. Il y a une autre interrogation qui se pose autour de tout ce que je viens de vous raconter, parce que je vous ai parlé de centaines de milliers d'ordinateurs. Aujourd'hui, il y a une vraie interrogation, et par exemple, quand Elon Musk a dit finalement je me retire du Bitcoin, on n'acceptera pas les Bitcoins, la justification qu'il a donnée, c'est parce que ce n'est pas très écolo. Donc, pourquoi? Parce que vous faites tourner des centaines de milliers d'ordinateurs pour le Bitcoin. Là où vous aviez une banque de France, une banque des États-Unis, donc grosso modo, vous voyez quelques dizaines, alors ce n'est pas des petits ordi, mais c'est des gros ordi, mais là, c'est des centaines de milliers d'ordinateurs qui se tirent la bourre pour être le premier à avoir réussi, d'accord, à valider la transaction. Parce que c'est le premier qui valide la transaction qui gagne les sous de gestion de la transaction. Okay, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de mineurs et de mecs qui se lancent dans le minage, entre guillemets, pour valider les transactions. Et le premier qui a trouvé la bonne clé, c'est lui qui te touche le frais de transaction. Donc, Bitcoin, en mars 2023, il avait consommé, grosso modo, 0,62% de la consommation électrique du monde, c'est-à-dire, grosso modo, autant que la Suède. Pour vous donner là le truc. Une transaction de Bitcoin, c'est grosso modo une journée de 9 foyers américains en électricité. D'accord, ça fait 122 grammes d'un kilo de CO2. Une heure de minage, c'est un an de 15 personnes. Vous voyez un peu le truc. Donc le Bitcoin, il y a Cambridge qui s'est amusé à calculer, ça serait le 33e pays en termes de consommation d'électricité dans le monde aujourd'hui. Et ça va grimper. Et alors, vous allez me dire comment on arrive à des consommations pareilles. Et bien, par exemple, là, TF1, ils ont été visiter une usine de minage au Texas, il y avait 150 000 ordis. 150 000 ordis, rien que dans une ferme de minage au Texas. Je ne vous raconte pas le réchauffement climatique. Il y avait l'exemple l'autre jour dans la presse aussi d'un petit Français qui avait fait ça dans sa cave. Le mec, il en avait pour 1000 balles d'électricité par mois avec tous les serveurs qu'il avait foutus qui turbinaient en parallèle.
Ouais, et pour vous donner à peu près, là encore, des chiffres, en 2018, quand on a baissé, le Bitcoin a baissé son reward pour calculer les transactions, il y a 800 000 mineurs qui se sont arrêtés dans le monde. Donc ça veut dire que sur un coup de comme ça veut dire qu'il en reste quand même des, des centaines de milliers à côté encore aujourd'hui. Et d'un seul coup, il y a 800 000 mecs qui ont débranché l'ordi. C'est énorme. Donc ils estiment grosso modo aujourd'hui, mais de toute façon c'est le pifomètre le plus complet, c'est 3 millions d'ordi au moins qui tourneraient dans la nature. Et quand je dis qu'ils tournent, c'est ils tournent. C'est pas, ils tournent toute la journée, hein. Donc ça fait de la chaleur, le gros truc. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde en Ouzbékistan qui a pris le relais, parce que la Chine a interdit le minage des bitcoins. Donc en fait, c'est l'Ouzbékistan qui a fait. Il y en avait pas mal en Russie, mais bon, c'est compliqué la situation de la Russie. Donc il y a un pays comme ça où le mec, ils avaient 50 000 machines alimentées par une centrale à charbon. C'est pas au Kazakhstan, alors tu as Ah, c'est inventé le Kazakhstan, pardon. Je Kazakhstan. me suis gouré. Oui, c'est Kazakhstan. Voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter. Juste un dernier mot, peut-être, parce que comme de toute façon, on n'est pas loin de l'été, donc je suis pas sûr qu'on en fasse encore un pendant l'été. Si vous avez des suggestions, des remarques, des propositions ou de thèmes ou de nouveaux formats, ou vous trouvez que je cause trop, ça, ce qui est aussi, ça, je peux facilement le comprendre. Vous n'hésitez pas à nous l'envoyer, envoyer à Jeanne un mail avec si vous avez des remarques, des propositions, des suggestions, des critiques, on est preneur à 110%. Eh bien, merci à tout le monde et donc on se dit à la rentrée prochaine, donc en septembre. Merci à vous. Merci.